Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mais ce que J'adore pas Ouais, faire. ça. Maston Pater. Excellent. S'il continue Magnifique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Avant-dernier bilan d'intersaison et aujourd'hui en ce 14 juillet, tandis que les avions volent au-dessus des Champs-Élysées, nous allons aussi parler d'avions parce qu'on va parler des New York Jets. Et pour cela, je suis avec Alexandre. Salut Alexandre, comment tu vas? Salut Alex, salut tout le monde. Écoute, très content d'arriver sur la fin. On sait que les Raiders sont l'équipe qui arrive juste après, donc là je suis encore plus impatient, mais il y a une équipe à parler juste avant ça, donc ça va être sympa de parler des Jets en tout cas pour cet épisode aujourd'hui. C'est ça. Et pour tous ceux qui sont en format podcast et qui ne voient pas les invités, ben c'est parce que aujourd'hui on n'est que deux avec Alexandre. On est sur la dernière franchise où on a un peu eu du mal à trouver un participant. Donc si l'année prochaine vous avez envie de participer sur l'épisode des Jets, n'hésitez pas à nous faire signe. Voilà, on avait un invité qui a eu des problèmes de santé, donc si jamais il écoute, prompt rétablissement. Et on fait cet épisode, Alexandre et moi. Donc, excusez les manques de comment dire, côté fanbase où il n'y aura pas le côté émotif que vous pouvez avoir sur les autres épisodes, mais il y aura un côté un peu plus pragmatique que je pense que vous appréciez avec Alexandre, notamment qui nous a sorti sa magnifique chemise verte pour être côté Jets et représenté. Donc, voilà. On va pouvoir parler des Jets. On rappelle, suivez-nous déjà partout, le front office. Et on va pouvoir aller parler de cette super équipe qui a fait malheureusement un bilan un peu moins bien, puisqu'ils ont fait 5-12 dans le power ranking de début saison. On les a mis 29e. Alex, toi, c'est la première question que je vais te poser. Est-ce que tu les voyais chauds en début de saison dernière? Je pense que je les voyais plus chauds la saison d'avant, quand Aaron Rodgers arrive et qu'il y a toute cette hype, il sort d'une saison quand même MVP quand il arrive. Donc c'est vrai qu'il y avait, à ce moment-là, beaucoup de hype à ce moment-là et c'est vrai que la saison dernière, il y a eu sa blessure. Donc moi, j'avais surtout des interrogations sur son niveau de jeu, tendon d'Achille quand même. C'est quand même très compliqué de revenir, surtout à cet âge-là. Donc je les aurais sûrement pas mis, aussi haut, mais je pense qu'ils étaient pour moi, enfin, j'ai pas envie de dire contender, mais je pense que c'est une équipe qui aurait pu, se battre pour aller chercher les playoffs. Donc Ouais. c'est vrai qu'assez surpris quand même du déroulement de la saison. Avec, comment dire, on n'était pas tous d'accord. On était dans l'équipe, il y en avait certains qui les voyaient gagner le Super Bowl. Je sais plus où j'étais dans cette liste-là, mais je sais par contre que PA, pardon, mes excuses, PA les voyait, comment dire, les voyait pas si haut que ça. Il les voyait, il me semble, au 16e pick. D'ailleurs, on avait eu quelques discussions avec nos amis de New York Jets France qu'on salue aussi. Et, euh, et voilà, et au final, ils finissent avec le pick numéro 7, donc une saison un peu difficile qui a fini en 5-12. Toi, du coup, Alexandre, d'un point de vue extérieur, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison des Jets? Décevant, j'imagine, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué en plus de ça? C'est la fin en tout cas de cette ère avec Joe Douglas et Robert Saleh, hein. C'est un peu, j'ai envie de dire, le principal enseignement de cette saison, que tout le projet, qui a été mis en place avec aussi, Aaron Rodgers, tout ce projet-là a un peu capoté. Je pense que cette équipe des Jets, malheureusement a pas eu beaucoup de chance non plus cette année parce que, comment dire? Dans les matchs qui étaient un peu serrés, la pièce n'est pas vraiment tombée du bon côté. Après, on peut se dire: «Est-ce que c'est vraiment une faute, à pas de chance ou est-ce qu'il y avait un problème plus profond que ça?» Visiblement, en tout cas, le proprio, Woody Johnson a quand même essayé de tirer des enseignements et de se dire: «Bon, écoute, on va essayer de faire table rase de toute cette aventure avec Joe Douglas, et Robert Saleh. Donc on va essayer de repartir un peu, sur des nouvelles bases, en tout cas pour cette nouvelle saison qui arrive. Mais je pense que la saison, en tout cas pour les fans des Jets, elle a dû être très frustrante parce que les attentes, comme tu disais tout à l'heure, elles étaient assez hautes en fait. Exactement, les attentes étaient assez hautes, et en plus de ça, tu arrives en semaine 3 où tu es en 2-1, en ayant perdu le match que tu devais perdre, entre guillemets, parce que en début de saison, tu commences par les Niners et tu peux t'attendre à ce que ce soit les mêmes Niners que l'an dernier. Donc si tu perds ce match, c'est pas catastrophique. Tu bats les Titans, tu bats les Patriots. Et je pense que là où on se dit que, oula, qu'est-ce que ça va être que cette saison? C'est au moment où tu parlais un peu des matchs qui se jouent à la pièce qui se lance. Et le match contre les Broncos en semaine 4 où il y a 19.
celui-là, je pense qu'il met un coup dans le moral et surtout derrière, tu es sur une série de défaites qui est, tu fais 5 défaites consécutives avant de te remettre contre les Texans, tu repères contre les Cardinals et là, le match compliqué, encore une fois, hein, tu perds contre les Colts d'un point. Vraiment, il y a plein de matchs où tu perds de très peu Je crois qu'il y a et pareil, il y a eu 1 ou 2 matchs où tu perds à cause de ton kicker, Zierlin qui se fait remercier pareil en cours de saison, je crois, mmh. parce que, bah, il coûte quasi 2 matchs, à lui tout seul. Donc tu vois aussi à partir de là, en fait, ça peut vite changer la dynamique de ta saison si, tu prends ces 2 matchs, avant ta bye, quoi. Ouais, tu perds comment dire, un match contre les Patriots de 3 points et tu perds un match contre les Bills de 3 points. Tu perds 2 matchs de 1 point. Donc, ouais, c'est bon. Après, tu t'es aussi pris des roustes par-ci par-là, hein, évidemment, Ouais, mais mais il y en a pas tant que ça. Je crois qu'il y a non. quand même, 10 matchs qui sont quand même, qui se jouent à une possession d'écart et tu es en 3-7, je crois, à ce Ouais. niveau-là. Donc c'est comme à une époque où on se disait avec les Vikings quand ils avaient gagné, beaucoup de matchs et que la plupart de ces victoires étaient avec des possessions, à moins d'une possession d'écart. Voilà, il y a des moments où aussi ça tombe pas du bon côté. Après, ça veut pas dire que l'équipe a été, bonne non plus. C'est pas ce qu'on est en train de dire, mais ce qu'il faut comprendre aussi, je pense, c'est que cette équipe des Jets était quand même armée pour, pourquoi pas, aller titiller, la bataille pour les playoffs et je pense qu'il y a des problèmes qui étaient pour moi, je pense, assez profonds, hein, dans cette équipe, qui se sont un peu révélés au grand jour et surtout dans les fins de match. Parce que mine de rien, c'est quand même dans les 4e quart-temps en général que cette équipe, toussait un petit peu, de ce que j'avais lu un petit peu par-ci par-là et dans mes souvenirs, ils avaient quand même un avantage en général, ils étaient souvent devant au score au 4e quart-temps et ils perdent en fin de match. Donc à un moment donné aussi, c'est que soit tu as les jambes qui tremblent ou soit à un moment donné, en fait, tu fais pas ce qui est nécessaire pour te mettre en position de gagner, que ce soit offensivement ou défensivement, hein. C'est pas, je pense, un peu la faute de tout le monde. Et le propriétaire s'est dit que ça devait être aussi une grande partie la faute du coaching staff et du general manager. Donc voilà, cette, saison est quand même, très frustrante. Malgré tout, tu as quand même Aaron Rodgers qui fait quand tu regardes ses lignes de statistiques, tu regardes, il a 28 touchdowns, 11 interceptions. Et c'est vrai que moi, en allant checker les statistiques tout à l'heure, je me suis dit: «J'ai pas du tout eu le ressenti en fait, qu'il ait fait, cette saison-là». Alors que sur le papier, tu te dis: «C'est une belle saison, quoi». Je me rappelle qu'on le comparait pendant la saison à Patrick Mahomes, plus pour descendre Patrick Mahomes que pour remonter Aaron Rodgers dans l'estime des gens. Parce qu'on disait: «Ah oui, Patrick Mahomes», mais regardez, quand on regarde les 2 statistiques, de Rodgers et de Mahomes à visage couvert, bah, en fait, on ne sait pas qui c'est. Enfin, si, on a une idée de qui c'est, mais c'était un peu difficile. Et encore, je crois que le 28-11 et surtout la partie 11 au niveau des interceptions, je crois que c'est plutôt en fin de saison où ça devient un peu cata et où ça part en cacahuète, alors qu'au début, c'était vraiment intéressant encore plus. Et que c'est bien dommage. Les Jets, en plus, ils ont essayé, parce que quand ils sont en 2-4, il me semble, oui, Ouais, c'est ça, ouais. en 2-4, ils trade pour Davante Adams, donc pour rajouter une autre arme en plus à Aaron Rodgers. Tu peux te dire, ok, tu es en 2-4, derrière tu jouais Steelers, Patriots, Texans, Cardinals, Colts, Seahawks, Dolphins, Jaguars. Tu pouvais te dire que tu avais un monde où tu gagnais la plupart de ces matchs-là. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu qu'une seule, non, il y a eu que 2 victoires sur ces 8 matchs que je viens de citer. Et 2 ou 3, pardon. Non, 2 victoires. Donc, c'est dommage parce qu'il y a eu quelques trucs qui ont été essayés. Bon, après, il y a eu le remerciement. Tu en parlais aussi de Robert Saleh, le coach, qui après est parti, il me semble, à Green Bay et maintenant aux Niners. C'est compliqué. Compliqué vraiment cette saison du côté de New York. Ouais et puis même, quand tu regardes en plus, beaucoup de joueurs qui avaient fait, comment dire? Des grandes saisons, pour toi, ces dernières années, je pense notamment à Sauce Gardner, ou Quinnen Williams, bah, ils sortent peut-être, en tout cas de leur pire saison, de ces dernières années. Je pense que Quinnen Williams, c'est aussi parce qu'il a peut-être été mal entouré. Je pense que le casting de Javon Kinlaw a été plutôt raté, en tout cas de ce qui ressortait, enfin moi, en tout cas de mes souvenirs dans les matchs que j'avais vus et de ce qui ressortait de la fanbase. Donc il y a un moment donné où Joe Douglas aussi paye ses mauvais choix en free agency, parce que ça, c'est des mauvais choix en free agency qui se cumulent. Alors oui, il y a cette draft 2022 qui t'a porté, mais même que tu vois, j'en parlais, hein, mais Sauce Gardner fait une mauvaise saison cette année, malheureusement, alors qu'il sort de 2 saisons quand même quasi All-Pro, enfin même au niveau All-Pro, qui est monstrueux. Et là, il fait sa pire saison. Brice Hall, un peu décevant parce qu'on pensait qu'il allait vraiment atteindre le gratin à sa position, et au final, fait une saison correcte, hein, mais on attendait quand même un peu mieux de sa part. Garrett Wilson, on attendait pareil, un peu mieux de sa part, et je pense que le trade de Davante Adams n'a pas forcément aidé en ce sens, dans la mesure où ça répartissait un peu plus peut-être les targets entre ces deux joueurs.
Donc voilà, même les gros joueurs qui sont censés être tes gros leaders de cet effectif n'ont pas non plus réalisé leur plus grande saison. Ils ont un peu chuté en même temps que tout l'effectif derrière. Tu as quand même quelques satisfactions, hein. Je pense à Jamian Sherwood qui a été auréolé en plus d'un joli petit contrat cet été et qui sort de sa meilleure saison en carrière, surtout avec la blessure de CJ Mosley en poste de linebacker. En plus, Mosley, il a été coupé, si je dis pas de bêtises. Donc derrière, Sherwood sera avec Quincy Williams, une des meilleures paires de linebackers de NFL. Donc il y a au moins quand même quelques motifs d'espoir dans cette équipe. Mais tu as eu en plus, enfin on en a pas parlé, mais dès la week 2, tu as Jermaine Johnson qui se blesse aussi. Et ça, je pense aussi, c'est un truc qui a fait vraiment énormément de mal parce que je sais pas si tu avais pareil la profondeur en tout cas sur cette escouade, parce que je crois que tu avais encore Hassan Reddick à ce moment-là qui a quasiment pas joué pour toi et qui a été balancé dans la foulée. Et Jermaine Johnson était un peu limite ce edge un peu numéro 1, ou en tout cas ce qu'on espère d'un numéro 1. Et c'était quelqu'un qui montait en puissance. Tu parlais de la draft 2022, il vient aussi de là, lui. Bah, c'est ça, tu vois, Il a c'est 3 premiers malheureusement. tours qui sont monstrueux sur cette draft de 2022 Et, avec Garrett Wilson, Sauce Gardner, il me semble, et et Jermaine Jermaine Johnson. Johnson, ouais. Et puis, bon, ça permet quand même à un Will McDonald de pouvoir s'exprimer un peu plus sur cette D-line, mais je pense que le duo entre les deux aurait été vraiment monstrueux et ça aurait permis à un Quinnen Williams de faire en fait une meilleure saison parce qu'il aurait été un peu moins double team par les adversaires, en tout cas par les O-line adverses. Donc voilà, il y a quand même quelques motifs de satisfaction sur cette saison, mais au global, ça reste une saison quand même qui est très décevante. Je pense que les fans des Jets seront les premiers à le dire. Donc voilà, je pense que c'était pas c'était une bonne chose en fait de couper court avec cette équipe, en tout cas ce projet avec Joe Douglas, avec Saleh, avec Aaron Rodgers. Pour moi, il fallait recommencer quelque chose, un nouveau cycle. Et on va voir en tout cas ce qui a été fait, mais pour moi, je suis plutôt OK avec ce qui a été fait. Bon, on va en parler tout de suite, puisqu'avant de parler de free agency et de draft, il y a eu des moves lors de l'intersaison. Donc déjà, tout le coaching staff a été remercié, il me semble. J'ai un doute sur le special team. Je vais aller regarder ça en même temps que je dis ça, parce que super nom d'ailleurs, le special team coordinateur qui s'appelle Chris Banjo, qui est nouveau aussi. Donc tout a été changé. Le 22 janvier, un nouveau coach a été nommé, c'est Aaron Glenn, l'ancien defensive coordinator des Detroit Lions. On en avait parlé, je ne sais plus avec qui. On en avait parlé avec Guilty dans le premier épisode de la série des bilans d'intersaison, qui disait qu'il me semble qu'il n'était pas si déçu de ça que de le voir partir. Donc, à voir ce qu'il devient en head coach. Mais bon, évidemment, lui, il avait Ben Johnson et Aaron Glenn qui sont partis en même temps. Donc, forcément, tu es plus satisfait que l'un que l'autre. Mais donc, Aaron Glenn arrive en tant que head coach. Et le GM a été également remercié. Et c'est Darren Mooney qui arrive. Et lui, il était avant ça assistant général manager au Broncos, exactement, sur une période où les décisions n'ont pas nécessairement été toutes les bonnes. Parce que je crois que c'est l'époque Russell Wilson. Mais voilà, en tout cas, il arrive à cet endroit-là. Et ça recrute aussi Tanner Engstrand, l'ancien passing game coordinator des Lions, et Steve Wilkes en defensive coordinator. Alors Steve Wilkes, un peu plus connu, il a fait un peu plus dans sa carrière, il me semble. Et il faut que j'arrive à retrouver. Notamment, je crois. Il passait par les Panthers aussi. Ouais, défensif coordinateur des 49ers, effectivement, en 2023, interim head coach des Panthers en 2022, et qui était également. Enfin voilà, il y a beaucoup de parties aussi en universitaire. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a eu du changement. Tu dis que tu es satisfait. Qu'est-ce qui te satisfait le plus dans tous ces changements-là? L'arrivée tout simplement d'Aaron Glenn et aussi ce qui a été fait parce que moi c'est vrai que Aaron Glenn j'ai un peu du mal en tant que défensif coordinateur, mais ce que j'aime bien en fait c'est qu'il allait chercher Steve Wilkes et qu'il allait bien s'entourer en fait sur cette position-là, et moi je respecte un peu plus Steve Wilkes en tant que défensif coordinateur, et j'aime beaucoup en fait ce que va apporter Aaron Glenn sur l'aspect culture de l'équipe, l'aspect comment dire, ancien joueur des Jets, hein, parce qu'il a été drafté par les Jets. Donc pareil, c'est un joueur qui connaît quand même bien la maison, qui sait un petit peu, qui a connu quand même à des moments, je pense, des bonnes périodes des Jets à ce moment-là, et qui, je pense, sait, en tout cas connaît le chemin pour aller gagner, notamment avec ses dernières années aux Lions. Il a pu apprendre aussi de Dan Campbell, qui a quand même pas mal renouvelé la culture aux Lions, hein, qui était un peu une culture de la loose, et je pense que les fans des Jets peuvent être
en tout cas optimiste sur cette arrivée-là, en espérant que Aaron Glenn ait appris quelque chose de son expérience aux Lions. Je pense que c'est un bon choix. Comme j'ai dit, vraiment ancien joueur, donc c'est un coach qui est quand même proche des joueurs, très apprécié pardon, par les joueurs. Et je pense que ça peut être une bonne solution. Les interrogations, par contre, ce sera surtout sur le poste d'offensive coordinateur. Après, je pense qu'en soi, entre vous et moi, ceux qui écoutent aussi, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Nathaniel Hackett, c'était quand même un yes man et un des pires offensive coordinateurs de la ligue. Donc, je pense que dans tous les cas, c'est une upgrade, même si le gars, le nouveau coordinateur offensif, n'a pas non plus tant d'expérience que ça. Mais il a appris avec Ben Johnson, donc je suis un peu plus rassuré là-dessus. Donc moi, j'aime bien ce qui a été fait. Puis après, l'assistant GM aux Broncos, les Broncos, je trouve un petit peu dur avec ça parce que j'ai l'impression qu'ils ont quand même en mais train de reset un petit peu ils ont très bien réussi le reset, hein, ça pour le coup. Ouais, c'est genre là, c'est quand même une équipe qui sort de playoff, qui a un nouveau quarterback assez jeune et sur qui développer. Tu as une grosse défense avec pas de grosses stars de base, hormis Surtain. Donc c'est une équipe qui a été bâtie intelligemment et moi, je sais que je les affronte 2 fois par an et j'ai vu un petit peu le changement ces dernières années. Donc mine de rien, c'est quand même je pense un assistant GM qui va peut-être forcément devoir faire ses preuves, mais il vient quand même d'un endroit, en tout cas, où il était, je pense, où il était, c'était quand même une franchise qui a assez, une culture de la game quand même assez récente. Donc voilà, moi je suis plutôt confiant sur ce qui a été fait. Est-ce que c'est les meilleurs choix? On verra, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, fallait un changement de culture, fallait un changement sur toutes les escouades. Et je pense que c'est ce qui a été fait est plutôt pas mal, donc on soit plutôt content là-dessus. Top. Eh bien, écoute, je te propose qu'on parte à la free agency. Il y avait 51 millions de cap space disponibles avant le début de la free agency au 10 mars. Est-ce que tu voyais des besoins pressants? Alors, je vais peut-être commencer parce que tu parles beaucoup et je te laisse un peu reprendre ta voix. Vas-y. Mais quand on regarde la liste un peu des joueurs, vu que Davante Adams a été cut, un receveur, je pense que c'était un besoin derrière Garrett Wilson, au moins un receveur 2. Il y avait des besoins sur la ligne avec le départ de Morgan Moses en right tackle. Tight end, il n'y a plus personne. Donc je pense qu'il y avait un besoin. Quarterback, que ce soit à la draft ou en free agency, ce que tu peux faire, il y avait un besoin puisque tu n'as plus Aaron Rodgers et que dans le roster, tu n'avais plus que Tyrod Taylor. Et après, défensivement, j'ai l'impression il y a toujours des besoins, et notamment, je pense au poste de safety. Voilà un peu ce que j'avais noté. Je sais pas. Intérieur de D-line aussi, peut-être un petit peu Ok, à ouais, rajouter, je pense. Parce que tu l'as vu cette année avec Kinlaw qui marche pas et c'est vrai. ils avaient pas signé en plus à l'époque Quinton Jefferson et tu sais que c'est le genre de joueurs-là qui te font du bien. Tu sais que Solomon Thomas en plus n'a pas été gardé, donc pareil, c'est des joueurs de rotation, hein, mais tu as besoin de corps un peu frais pour tourner sur cette D-line. On l'a vu avec les Eagles. C'est ce qui a fait un petit peu leur succès cette année. Donc non, il y a besoin aussi sur cette escouade-là, je pense. Très bien. Bon, bah, ça résume un peu globalement hein, beaucoup de choses du coup. Il faut dans cette équipe, et on va pouvoir voir ce qu'ils ont fait. Déjà, on va commencer avec la free agency puisque on va prendre les 4 recrues les plus chères. Justin Fields au poste de quarterback, Brandon Stevens au poste de corner, André Cisco en safety et Josh Reynolds en receveur. Alors toi, qu'est-ce que tu penses déjà de tout ça? Et je pense que je vais lancer par une première question qui est quand on parlait un peu des safety avant le début de la free agency, il me semble, on parlait pas mal d'André Cisco. Et dans mes souvenirs, est-ce qu'on en parlait à tes Riders ou je me trompe? Je sais plus, mais peut-être on a dû mentionner son nom en tout cas à ce Ouais. moment-là. Bon, toi, qu'est-ce que tu vois en tout cas comme move qui est positif? Il y a eu des départs aussi, on aura le temps d'en parler aussi, mais qu'est-ce que tu vois de positif? Tu as parlé de Javon Kinlaw, déjà il est parti aux Commanders, donc ça, c'est Oui, bon. ça c'est plutôt bien. Après, je vais rentrer un petit peu tout de suite dans le vif du sujet. Pour moi, la principale information, c'est Justin Fields qui Mm. prend la place comment ça s'appelle? De quarterback. Alors moi, très clairement, je fais pas partie des gens qui sont de la team Justin Fields, qui pensent qu'il a encore, un potentiel, immense et qu'il doit encore, progresser, le jeu va se ralentir pour lui avec l'âge et cetera. Non, moi je suis plutôt, comment dire, assez pragmatique là-dessus dans la mesure où je pense que, ce qu'on a vu de lui, et son utilisation en fait ces derniers temps, notamment l'année dernière aux Steelers, bah, c'est ce que Justin Fields est et en fait ça sert à rien de penser qu'il va devenir un autre joueur. C'est un joueur qui a pour moi beaucoup de mal sur, quand le jeu, comment dire, nécessite plusieurs lectures.
c'est un mec qui est vraiment première lecture et puis j'envoie sur mon receveur. Donc je pense qu'un mec comme Garrett Wilson va avoir beaucoup de targets, c'est bien. Mais malheureusement, je pense que les autres derrière vont pas beaucoup manger et que derrière, bah, ça va être souvent une offense qui va être essentiellement basée sur le jeu au sol, hein, parce que Justin Fields a quand même des grosses qualités là-dessus. Mais que derrière, je trouve sur la passe, bah, c'est vraiment là où son jeu peine. C'est quand même un quarterback qui met beaucoup de temps à lancer, à trouver ses ouvertures. Donc, faut que le cahier de jeu soit simple. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que tu limites peut-être l'arrivée d'un nouveau coordinateur comme celui des Lions, qui avait peut-être des idées en tête. Donc, on verra ce qui se passe. Peut-être qu'il y aura plus d'utilisation justement de le play action parce que tu veux essayer de faire croire à ton adversaire que tu vas faire des courses et au final tu vas lancer le ballon. Donc ça, peut-être sur ces phases de jeu-là, Justin Fields peut progresser. Mais moi, en tout cas, j'ai des doutes là-dessus. Je pense que c'est un bridge quarterback très clairement par excellence, hein. Je pense que l'année prochaine, la question du quarterback sera encore sur la table du côté des Jets. Peut-être je peux me tromper, hein, bien évidemment. Quand je dis ça, c'est pas que j'aime pas le joueur, hein, j'aime beaucoup le personnage, etc. Mais moi, de ce que je vois sur le terrain, je suis pas non plus convaincu et je pense qu'on en fait un peu trop, certains fans, en tout cas, certains qui aiment beaucoup Justin Fields. Moi, personnellement, je suis pas de ceux-là. Mais voilà, c'est un petit peu ce qui me dérange sur cette signature-là. Après, si tu te dis que tu pars sur une saison en tant que quarterback bridge et que tu veux pas mettre non plus beaucoup d'argent sur la position, c'est pas une mauvaise solution et tu vas essayer de repartir un peu plus sur des valeurs sûres comme le jeu au sol. Et je pense que Aaron Glenn, très clairement, va miser là-dessus. Donc voilà, après sur des signatures un peu plus positives, moi André Cisco, hein, tu en as parlé sur les safety, mais moi je suis plutôt content de ce qui a été fait. Je trouve que c'est un joli pari qui vient remplacer les pertes que tu as eues durant l'off-season. Donc je pense que c'est un mec qui peut même retrouver un autre contrat juste derrière parce que je crois qu'il signe que pour 1 an. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Et puis en plus, il est encore jeune, il a encore pas mal de potentiel. Donc peut-être avec les schémas défensifs de Steve Wilkes, on va peut-être voir un joueur qui est dans un meilleur peut-être contexte que les Jaguars, en tout cas on espère. Et sinon, derrière ça, hormis ça, peut-être Josh Reynolds en offense, que j'aime bien en receveur, qui je trouve est un receveur de rotation, en tout cas, peut-être un receveur 3 qui serait très bon. Après, mais malheureusement, je ne sais pas s'il arrive pour être receveur 3. J'ai Ouais, l'impression qu'il arrive pour être receveur 2, quoi. ouais, il connaît le système parce Oui. que il connaît les coordinateurs offensifs vu qu'il a joué il vient des Jaguars mais il a joué aux Lions avant. Donc il connaît un peu le système et je pense que ça peut aider. Donc c'est un point positif. Mais c'est vrai qu'à part Justin Fields, André Cisco et allez, Josh Reynolds derrière, c'est fébrile cette free agency. Bah oui, 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 c'est ça. Mais après, je pense que c'est pas des gros contrats, hein, les mecs que tu signes, hein. Chaque joueur, je crois que tu les signes quand même sur des contrats de 1 an quasiment. Ouais, il y a 1 un an ou 2 truc, max. hein, il y a un truc aussi à noter, c'est que tu as 69 millions en dead money cette année. Que l'année prochaine, il n'y a pas que Aaron Rodgers là-dedans, hein, et l'année prochaine, tu es à 42 millions aussi déjà. Donc tu es un Mmh. peu limité sur l'argent que tu peux donner et les joueurs que tu peux attirer. Donc je pense que pour ces 2 prochaines années, ça risque d'être un peu compliqué. Par contre, l'année d'après, ce sera peut-être un petit peu mieux en 2027. Faut voir ce que ça donne. En 2027, il n'y a plus grand monde sous contrat. Faudra sûrement re-signer, hein, évidemment, mais ouais, tu as peut-être moyen de repartir sur un cycle un peu différent à partir de 2026, voire 2027. Ouais. Bah, après, de toute façon, il y a les re-signatures de Sauce Gardner qui vont arriver. Garrett Wilson, Normal, c'est normalement, vrai. ça devrait être cette année. Qu'on devrait voir en plus là. Ouais. Sauce Gardner, je pense qu'il va prendre un contrat assez similaire, voire un peu plus élevé que ce qu'a pris Derek Stingley, même s'il a fait une moins bonne saison cette année. Mais il faut pas Il va oublier ce qu'il prendre avait apporté. il va prendre 36, 37 millions, je pense, Sauce Gardner. Ça Je m'étonnerait sais pas plus, je crois qu'il qu'il. avait pris 30, il a pris 30 millions, Stingley, je crois, hein. Ouais, mais je pense Donc qu'il je va pense prendre qu'il va bien prendre à peu plus, près hein. pareil, hein. Ouais. Je sais pas si c'est bien plus, mais en tout cas, ça va être le meilleur contrat chez les cornerbacks, hein. Ah oui, Très c'est sûr. clairement. Donc après, faut le poser, hein, parce que c'est quand même un cornerback qui est ultra talentueux et je pense qu'un nouveau système de jeu peut lui faire du bien. C'est le genre de joueur aussi où il faut pas regarder les stats, faut regarder. Enfin, il n'y a pas trop de stats qui déterminent nécessairement son impact parce que tu lances pas vers lui. Donc c'est le genre de joueur où ouais, tu peux te faire brûler sur un ou deux plays parce que tu as que ça et que tu es froid dans le match, mais tu as peut-être gardé tout le long du match. Enfin, tu as empêché toutes les passes vers le joueur que tu couvres. Mmh. Mais ouais, c'est assez. Pouf. Cette free agency côté positif, elle est compliquée. Mais j'ai envie de dire aussi que côté négatif, il n'y a pas grand-chose. Je te laisse voir hein, s'il y a des choses qui te déplaisent particulièrement. Mais moi, j'ai rien où je me dis c'est dramatique.
Si, moi, il y a Brandon Stephens, je trouve, c'est un peu enfin, après, je sais plus c'est quoi le contrat, hein, je sais En pas, tu arrivée, l'as tu peut-être, veux dire, hein? en arrivée, pardon, hein. J'ai pas les Hem, bonus, mais je peux te dire que c'est un contrat de 3 ans avec en total 24 total 36 millions, donc 12 millions par an. je trouvais un peu cher. Très, OK. très cher même parce que je sais qu'on en avait parlé avec Ben, lors du podcast sur les Ravens. Il était très content de s'en débarrasser. Donc moi, pareil, à chaque fois quand je vois quelqu'un qui est très content de se débarrasser, bah, peut-être qu'il y a une raison et moi, j'ai souvenir quand même quand on avait vu la saison, je crois qu'on en avait déjà parlé, que Brandon Stephens, était quand même un des points faibles de cette défense aérienne des Ravens. On espère que un nouveau système aussi pareil, le contexte lui fera du bien et qu'il peut peut-être apporter, parce qu'il avait sorti quand même une bonne saison de l'année d'avant. Donc on espère que sa saison sera meilleure et chez les cornerbacks, ça arrive souvent que des fois il y a une mauvaise saison suivie d'une bonne saison derrière, donc ça peut vite tourner. Mais après voilà, c'est comme on le disait, hein, c'est des contrats assez courts, hormis peut-être celui de Brandon Stevens. Et je pense que c'est aussi pas mal de pièces de rotation, hein. Josh Myers, qui heureusement n'arrive pas pour être titulaire, mais qui arrive pour être remplaçant. Il y a Okorafor qui était aux Steelers, si je dis pas de bêtises, ou non, San Francisco, je crois. Mais OK. qui arrive, voilà, pour comment dire, la rotation sur la O-line. Tu as Tyler Johnson pareil en receveur. Donc voilà, tu amènes des gars qui sont aussi là pour les camps, pour la rotation durant la saison. Et c'est des contrats courts, donc c'est comme tu dis, vu que 2026, enfin cette année et 2026, tu auras pas mal de dead cap. Je pense qu'ils veulent pas comment dire, se brider en tout cas être emprisonné dans un contrat avec un joueur qui, au final, ne performe pas si bien que ce qui est attendu. Et ils ont quand même une ossature de joueurs jeunes sur qui il faut encore donner des contrats. On les a mentionnés, même les Will McDonald qui va sûrement prendre aussi son contrat. Jermaine Johnson aussi, sûrement, je pense, dans pas longtemps. Donc voilà, toute la draft 2022, de toute façon, il va falloir la payer à un moment donné. Donc c'est pareil, Tu la payes ou tu tu la trades, hein. De toute manière, c'est il y ça. a il y a 3 options, hein. La première, c'est tu payes, la deuxième, tu trades, la troisième, tu as fait des choix de merde. Donc Moi, c'est surtout Brice Hall, je sais pas s'il va rester, tu vois, par exemple. Parce que sachant que si tu signes, par exemple, tes 3 joueurs, du premier tour, donc à savoir, Johnson, Wilson et Gardner, pas sûr que tu payes aussi un running back comme Brice Hall. bah, pour Sachant moi, que tu un petit les jeune avec running Braylon Allen. ouais, pour moi, les running backs, tu es obligé de les payer s'ils sont exceptionnels et qu'il y a aucun doute. Brice Hall, c'est très, très bon, je dis pas le contraire, mais il y a des manques de disponibilité par-ci par-là, de blessures, de pépins, de performance, on va dire. Oui, de performance, Et hein. Il a pas et été aussi bon qu'attendu, hein, très certainement et je pense que sa blessure de fin de première année, lui a fait du mal aussi, hein. et Braylon Allen, quand il prend le relais, alors c'est pas Brice Hall, mais c'est pas mal. Ouais. Après, Brice Hall a les qualités à la réception qui sont, vraiment exceptionnelles dans la ligue, sont peut-être pas loin du niveau de Jahmyr Gibbs et des McCaffrey, Ouais. à Mais ce après, niveau-là, donc tu tu sais que te c'est un excellent à ce dis niveau-là, quoi. tu peux te dire aussi, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu vas pas drafter un mec est-ce que tu prends un mec au 3e tour dans les années à venir et tu te dis que c'est ça qui remplace? Il y a du succès en général au 2e tour notamment. Je crois qu'il vient du 2e tour lui d'ailleurs. Ouais, début de deuxième, ouais. Donc ouais, on va pouvoir, voir tout ça. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cette free agency? Non, bah, de toute façon, comme on l'a dit, hein, c'est je pense, free agency de transition, C'est ça. sachant que c'est un nouveau GM qui arrive. Il a pas eu non plus le temps de connaître à 100 l'effectif, donc je pense que ces drafts-là, on le sait, hein, ça arrive souvent avec des nouveaux GM. C'est pas des drafts où tu vas dépenser 50 millions, 70 millions sur un contrat de 3 ans, 4 ans avec un joueur qui est sur le marché. Donc, je pense qu'ils veulent se laisser de l'opportunité, de la flexibilité pour les années à venir. Et je pense que ce sera peut-être surtout 2026 où là, il sera peut-être un peu plus agressif. Ouais, et pas mal de joueurs du coup qui sont partis, on en a pas parlé, mais Davante Adams est parti aux Rams, a été cut, DJ Reed, je crois, a été cut aussi et signé aux Lions, Javon Kinlaw aux Commanders, Hassan Reddick aux Buccaneers, Morgan Moses aux Patriots, le right tackle, Brandon Eccles, le cornerback, qui a signé aux Steelers, Solomon Thomas, le lineman qui a signé aux Cowboys, et meilleur tight end de la ligue, Tyler Conklin qui a signé aux Chargers, ce qui fera plaisir à GG parce que GG kiffe Justin Herbert. Alors là, il a un duo absolument parfait pour lui. Mais tu vois, ça, s'il y avait eu des départs comme ça dans une free agency il y a 2 ans et demi, 3 ans, on se serait dit, oula, ils se sont mais complètement fait Ouais, déplumé, hein. déplumer. Alors, c'est pas, je veux pas minimiser l'impact de leur départ, mais c'est pas ce que ça aurait été il y a quelques années. DJ Reed, sa saison a été compliquée. Hassan Reddick, ça a été un calvaire, je pense, derrière comment dire, en coulisses. Mmh. Javon Kinlaw, t'en as parlé. Morgan Moses, l'âge. Et après, les 3 autres.
soit ça n'a pas trop joué, soit ça n'a pas été exceptionnel. Donc voilà, ça bouge du côté des Jets. Exactement. Je te propose de passer à la draft, ton dada. Et là, il y a eu 7 picks qui ont été faits par les Jets. Avec le premier tour au pick 7, ils ont récupéré Armand Mambou, offensive tackle de Missouri. Au deuxième tour, avec le pick 42, Mason Taylor, le tight end de LSU. Au troisième tour, pick 73, cornerback, Azarieh Thomas de Bien joué. Florida State. Celui-là, je l'ai lu 5 fois avant d'être sûr. Mais quatrième tour, pick 110, receveur de Georgia, Arian Smith. Quatrième tour encore, pick 130, Malachi Moore, le safety d'Alabama. Et au cinquième tour, 2 picks, Francisco Mauigoa, linebacker Miami. Et Taylor Barron, edge de Miami aussi. Écoute, je suis content de m'en être sorti sur les noms, notamment Mauigoa. Ouais, mais franchement, bien joué. ouais, je l'ai décomposé. Vous, dans la draft, alors attends, parce que mon tableau est trop grand, donc il faut que je dézoome. Parfait, vous les avez mis en tier B, bonne draft, mais. Et pour le voir de loin, la draft, et tu vas pouvoir nous donner ton avis un peu plus détaillé, même si vous avez envie d'aller écouter tous les avis sur les drafts, je vous invite à aller écouter et à regarder tous les épisodes qui sont sortis avant cette série des bilans d'intersaison, qui ont noté les drafts. Alex et PA ont fait un super taf. Mais quand tu regardes ça, tu te dis, Mambou, Taylor, c'est pas mal. Azarieh Thomas, c'était, il me semble, annoncé haut dans les années précédentes, mais qui a chuté, j'imagine, pour des raisons de blessure ou de performance. J'imagine. Arian Smith, ça a l'air d'être un reach. Malachi Moore, ça a l'air d'être un semi-style. Et après, on est au cinquième tour. Est-ce que j'ai résumé correctement ou est-ce que je vais regarder du college football pour arrêter de dire de la merde cette année? Non, je pense que tu peux allumer la télé et Très bien. Non, mais honnêtement, non. Franchement, tu as plutôt bien résumé parce qu'au global, je trouve, comme le dit l'intitulé de la tier list, on l'a mis dans une bonne draft mais. Et le mais, en fait, pour moi, c'est surtout concernant le deuxième tour, Mason Taylor, qui, je trouve, est un petit reach, ou même un bon reach, parce que pour moi, et j'en avais discuté avec Ryan de The Replay, qui est quand même un fan de LSU, qui avait vu tous les matchs de la saison, et moi, quand j'avais regardé, j'avais essayé de scout un peu le joueur, et je lui avais demandé très clairement que si j'étais fou ou pas de me dire que ce mec-là n'avait pas une qualité où il excelle, qu'il était assez bon partout, mais vraiment, voilà, c'est ça, il n'a pas une qualité exceptionnelle qui va le faire sortir du lot. Et je me disais, mais peut-être j'ai loupé un truc, ou etc. Et en fait, Ryan avait été plutôt d'accord avec ce que je disais. Donc sur ça, vraiment, je trouvais qu'un deuxième tour, c'est un peu haut pour un joueur comme ça qui n'a pas de qualité exceptionnelle. Alors peut-être ça va être un joueur solide à l'avenir et qui va être un bon, un tight end numéro 1, on va dire average dans la ligue, ou en tout cas pas loin du top 10. Mais je pense qu'il fait aussi la valeur de ce pic-là, c'est qu'il est jeune, il est quand même, je crois que c'est un joueur qui a que 20 ans ou pas loin de 21 ans. Donc c'est peut-être ça pourquoi ils se sont dit qu'ils allaient le prendre. Et il y a eu aussi un petit reach sur tous les tight ends un petit peu, on va dire, fin de deuxième tour. Donc je pense qu'ils se sont dit qu'ils étaient sûrs qu'il allait pas être là au troisième, donc autant partir sur ce joueur-là. Je vais remonter un petit peu chronologiquement, mais sinon après Armand Membou, pour moi c'est un bon choix pour eux. Tu perds ton tackle droit Morgan Moses, tu prends un joueur qui est plus jeune et qui a beaucoup de potentiel athlétique, même qui était le meilleur athlète all-line en tout cas de cette QV. Il a encore des petits points faibles techniques de ce que disait Dou en tout cas sur ces fiches des all-line que je vous invite à lire, en tout cas pour les fans des Jets qui n'ont peut-être pas encore eu l'occasion de le faire. Mais Armand Membou, c'est quand même un beau bébé, un beau physique qui, je pense, sur le run game notamment, donc sur le jeu au sol, va faire, je pense, beaucoup de bien de par son côté athlétique et de par aussi, je pense, des schémas offensifs où je pense qu'on va pouvoir courir un peu plus de zones et donc qui va pouvoir en tout cas utiliser son côté athlétique sur ces schémas-là. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir un peu de variété sur ces schémas de course. Donc ça, c'est toujours bien pour ça. Et en plus, à côté, l'année dernière, tu sais que tu avais Olu Fachanou qui a montré des belles choses aussi cette année. Donc là, pour l'avenir, tu as quand même tes 2 tackles titulaires. On espère qu'en tout cas, ça marche bien du côté de Membou. Mais je pense qu'en tout cas, le choix est plutôt solide. Et derrière, c'est vrai que les Jets avaient une O-line qui n'était pas terrible ces dernières années. Donc je pense qu'adresser la O-line, c'était une des bonnes solutions. On aurait pu penser aux skills players. Ça a parlé aussi beaucoup de tight end aussi en premier tour. Je préfère qu'ils aient, fait O-line
parce que la QV n'était pas excellente et qu'ils aillent prendre peut-être le deuxième meilleur tackle disponible et que derrière, ils prennent un tight end au deuxième tour ou un peu plus tard. Donc, moi, j'étais plutôt d'accord sur cet avis-là. Et ensuite, moi, ce que je valorise beaucoup, c'était Azarie Thomas, qui, je trouve, rentre beaucoup, enfin, en tout cas, rentre très, très bien dans le système défensif, où c'est beaucoup de couverture individuelle chez les DB, en tout cas, du côté des Jets. Et c'est un cornerback qui avait vraiment des grosses qualités en couverture individuelle, notamment sur de la presse. Donc, dès qu'il est proche de la ligne de scrimmage avec le receveur, c'est quelqu'un qui est physique. Peut-être des interrogations sur sa vitesse pure. Après, je trouvais que la vitesse du combine n'était pas autant représentative de sa vitesse sur les tapes. Donc, on verra si en NFL, ça se ressent un peu plus. Mais en tout cas, l'opposé de Sauce Gardner, je trouve c'est un bon choix. Et c'est un joueur qui peut vite être titulaire en fait à la place même de Stephens ou à voir si tu mets Stephens dans le slot. Mais je pense que Stephens, de base, il partait plus un petit peu pour être à l'extérieur. Donc voilà, je pense que surtout Azarie Thomas et surtout Membou, moi j'étais plutôt content. Malakai Moore aussi, c'est un vrai petit style au 4e en safety. Tu pourras le mettre, je pense, avec du André Cisco à ce niveau-là ou du Tony Adams. Donc ça peut être très intéressant en tout cas de voir son développement. Il avait fait montrer des bonnes choses à Alabama. Joueur avec du potentiel et qui est tombé un peu plus bas que ce que je pensais. À voir son développement, mais joli pic. Même si tu en as parlé aussi, après, juste avant lui, il y avait eu Arian Smith, qui est un peu un speedster du côté de Georgia. Pareil, je trouve ça un petit reach, mais ça faisait partie un petit peu de ces joueurs au profil receveur très rapide qui sont partis assez tôt dans le 4e. Et je pense que les Jets voulaient s'assurer en fait d'avoir ce profil-là dans leur équipe qu'ils n'avaient pas encore. Donc voilà, lui ce sera à voir. Est-ce que ce sera un joueur un peu plus gadget comme un Malachi Corley peut l'être, ou est-ce que ce sera un joueur qui attaquera un peu plus le jeu profond, on verra. C'est pas le joueur qui avait le plus de potentiel pour moi sur les receveurs, c'est pour ça que je suis un petit peu déçu, c'est pour ça qu'on a un peu baissé la note aussi. Mais sinon, voilà. Au global, c'est quand même une bonne draft. Après, je vais pas parler des autres choix parce que je les connais pas trop non plus. Mais voilà. Je pense qu'au global, c'est quand même une bonne draft. Tu aurais pu faire mieux, bien évidemment, mais on peut pas être parfait non plus. Et on verra si l'avenir nous donne raison. Mais en tout cas, tu donnes des bases solides et des bonnes. T'entoures bien en tout cas ton nouveau coaching staff. Parce que justement, visiblement, tu n'avais pas non plus fait des ajouts démentiels sur cette free agency. Mais sur la draft, tu as été un petit peu plus cohérent, on va dire, avec le projet long terme qui se met en place. Yes, franchement, t'as tout bien résumé. Moi, Malachi Moore, je me rappelle que c'était annoncé plus haut, notamment l'année dernière. Parce que je me rappelle d'avoir vu Malachi Stark et Malachi Moore en même temps. Je me suis dit, c'est quand même marrant que les deux meilleurs safety annoncés aient le même nom. Donc, le choper au 4e tour, si c'est pas des questions de blessure, mais que des questions entre guillemets de performance, ça peut être quelque chose qui peut être positif, surtout avec André Cisco. Peut-être qu'il peut y avoir quelque chose qui se met en place et un bon petit duo sur l'avenir. Armand Membou, je sais pas. Je suis un peu. Moi, c'est là où j'aurais mis le mais parce que c'est. Encore une fois, hein, toi, tu as regardé les matchs. Moi, j'entends ce que les gens en disent. Donc, je vais pas donner un avis terminé, mais de ce que j'en ai compris, il avait plus joué garde avant la saison dernière et tackle, c'est assez récent. Ouais. À voir. Après, j'ai regardé un petit peu. Hein, c'est surtout Doug qui avait quand même bien regardé sur les O-line, mais en vrai, je comprends les doutes. Hein, il y en a pas mal qui peuvent avoir des doutes. En fait, j'ai l'impression sur ce prospect-là, c'est un peu qui tout double. Où soit il y a des gens qui sont hyper hauts qui vont le mettre tackle numéro 1, soit il y en a qui vont le mettre tackle numéro 4. Ça dépend un petit peu. Cette cuvée de façon de tackle était un peu était pas la plus simple à analyser. Donc en vrai, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui doutent un petit peu sur certains aspects de son jeu, mais on verra. Après, je pense qu'il est encore jeune de toute façon, donc il y a beaucoup de potentiel, surtout avec lui. Yes. Bah écoute, hein, on va espérer pour nos amis des Jets que ce sera du potentiel qui sera trouvé. Et pareil pour Mason Taylor. Hein. Mason Taylor, t'en parles en négatif, mais je pense que c'est pas un joueur catastrophique. C'est juste un peu haut par rapport à ce que c'est, de ce que j'en comprends. Et De toute façon, il est jeune, donc il va pouvoir progresser. Hein, de toute façon, c'est toujours ça. Et puis en plus, là, ce qui me dérange un petit peu, moi, personnellement, c'est qu'il arrive pour être quasiment titulaire. Et j'aurais préféré le faire s'asseoir derrière un vétéran pendant 1 an, et puis derrière, apprendre de ce joueur-là pour se développer, en fait. Et là, il arrive pour être titulaire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et il y a, comment dire, quand tu regardes un peu la liste des undrafted free agents, il y a aussi pas mal de monde.
On parlait des running backs, ils ont récupéré un running back qui s'appelle Donovan Edwards qui a été annoncé. Il me semble que tu avais fait une fiche sur lui. Ouais, ouais, mais après, c'est un joueur qui était sur la cover tu sais, de college football de l'année dernière. On pensait qu'il allait faire une grosse saison. En tout cas, du côté américain, ils pensaient beaucoup qu'il allait faire une grosse saison. Il a fait vraiment une saison, bah, vraiment cata, quoi. Très compliqué. Après, c'est quand même un joueur qui, sur certaines phases de jeu, je pense notamment sur du pass pro ou à la réception, il a quand même des qualités. Mais au global, c'est un joueur qui a quand même bien déçu sur cette année. Et je pense qu'il a quand même encore beaucoup de travail. Et je sais même pas s'il va faire les 53. Donc, on verra. Et il y a Brady Cook aussi en quarterback qui a signé, qui est aujourd'hui 4e quarterback officiellement. Je pense que ce sera le 3e. Je pense au vu de la tête du roster, ça m'étonnerait pas qu'il le fasse. Oui, oui. Après, je sais pas du tout ce que Adrian Martinez donne. Donc, Honnêtement, hein, c'est la première fois que je vois son nom. Je ne sais pas qui c'est. Donc, voilà. Je pense que c'est, comment dire, dans la depth chart, ils mettent des noms au hasard pour voir si on les suit bien. connaît. Ouais, il y a un 3e corner qui s'appelle Jarrick Bernard Converse. Je veux T'as bien l'impression qu'on. que t'as fait 5 années sur Madden et c'est les noms génériques qui commencent à ressortir. Ah ouais, bah générique, on se comprend, hein, mais Leonard Taylor the Third, enfin tu vois, il y a plein de noms comme ça où, encore une fois, moi je ne connais pas, mais ça veut pas dire que les joueurs ne sont pas bons, mais les third string, Ah, Leonard Taylor, lui, je sais que c'était un mec à Miami qui avait pas mal de potentiel, qui a fini UDFL l'année dernière et qui a montré des petites choses cette année. Donc, en vrai, ça peut être un mec qui peut gagner sa place assez rapidement, en vrai. Lui, c'était un gros potentiel il y a 2 ans, je crois, où ça parlait de premier tour et en fait, il avait fait une saison un peu cata, comme beaucoup, ça arrive à beaucoup de joueurs. Pour la dernière année, du coup, bah, ça le rend carrément undrafted. Et en vrai, je pense qu'il a du potentiel. Gros bébé, donc lui, profil physique assez démentiel. Mais et ben voilà, en bon. regardant les noms qu'on connaît pas, on en a trouvé un. Donc on espère que au moins vous avez apprécié cette petite partie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la draft, Alex? Non, je pense qu'on a été bien complet. Eh ben, je te propose qu'on fasse un petit tour vers la saison 2025 et on va pouvoir aller regarder le calendrier. Euh, on laisse le calendrier sous les yeux pour ceux qui sont en format vidéo et qui ont envie de regarder. Je le lirai juste après. Mais déjà, est-ce que tu penses que les besoins ont été comblés lors de cette free agency et de cette draft? Je vais prendre la main rapidement puisque j'avais parlé receveur, tackle, tight end, quarterback et safety. Tackle, j'ai un peu du mal, mais techniquement, le poste a été pris. Tight end, ça a été pris. Receveur, je considère que non, de mon point de Mm. vue. Safety, oui, plus. Et, euh, et quarterback, bon, bah voilà, quoi, il y en a un. C'est au moins, tu fous pas 40 millions sur un joueur type Sam Darnold où tu n'as vu qu'une saison et tu l'as déjà vu chez toi en plus. Ce qu'ils auraient été capables, un nouveau GM, allez, on revient à la maison et on voit ce que ça donne. Donc moi, je pense que c'est une plutôt bonne période d'intersaison. Vous pouvez la noter avant l'avis d'Alex, en tout cas sur Spotify. Vous avez un sondage en description de l'épisode. Vous pouvez juste cliquer. Comment est-ce que vous jugez l'intersaison des Jets? Parfait, très bien, bien, moyen, médiocre, pitoyable. Voilà les 6 options que vous pouvez cliquer. Et si vous l'avez fait pour cet épisode, que vous avez écouté les autres épisodes, n'hésitez pas à aller regarder s'il y a un sondage et aller cliquer dessus aussi. C'est cool et ça nous donne des petites données de ce que vous pensez de la saison à venir. Mais toi, du coup, Alex, qu'est-ce que tu en penses? Bah, tout dépend de ce que tu attends en fait des Jets, de ce que tu attendais de cette intersaison, hein. Moi, personnellement, je pense qu'il fallait un reset complet de ce qui du précédent régime. C'est ce qui a été fait, donc en soi, je pense que c'est bien fait, plutôt bien fait même. Heu, Même si ça aurait pu être encore mieux, tu aurais pu prendre des meilleurs joueurs bien évidemment, hein, tu peux jamais être parfait sur une intersaison. Mais si tu attendais à être candidat au Super Bowl, bah, c'est raté bien évidemment, mais c'était pas ce qu'on leur demandait. Donc moi je pense que pour une équipe qui veut se donner de la flexibilité pour le futur, tout en essayant d'optimiser les re-signatures prochainement de ta classe de 2022 et de tes joueurs qui vont être le socle en tout cas du futur des Jets, je pense qu'ils se mettent en bonne position pour le faire. Tu te débarrasses, comme tu l'as dit, de gros contrats et des personnes qui n'étaient pas importantes à l'organisation, en tout cas qui ont, on va dire, coulé un peu l'organisation ces dernières années, comme Joe Douglas. Voilà, je pense qu'il y a des bonnes choses qui ont été faites. Tu mets des bonnes bases, notamment avec ta draft, sur des potentiels joueurs qui vont être impactants et qui vont avoir du temps de jeu dès leur année rookie même. Donc ça, c'est bien. Euh, Reste après la question du quarterback. Moi, après, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais c'est un bridge quarterback Justin Fields. Donc, je pense que la question du quarterback va être encore sur la table pour 2026.
Après, voilà, moi, je le dis aux fans des Jets, ne vous attendez pas, selon moi en tout cas, bien évidemment, à faire une grosse saison et être à la bataille pour les playoffs. Moi, personnellement, je vois une saison des Jets qui cherche vraiment à aller, à cherche en tout cas à être compétitif, pas cette année, mais l'année peut-être suivante. Et cette année, c'est un peu une année pour jauger un petit peu ce que tu peux avoir dans les années futures. Tu sais que déjà, tu as quelques joueurs qui sont tes fondations, entre guillemets. Et avec ces joueurs-là, il faut que tu arrives à les entourer. Donc, on en a parlé des André Cisco, des rookies, des Josh Reynolds, ce genre de joueurs-là, des joueurs qui ont pas mal de choses à prouver, même des rookies que tu as draftés dernièrement. Je pense notamment aussi à un Malakai Corley qui n'a pas encore montré grand-chose, qui Si, est quand même un deuxième tour. il a quand même montré que il faut garder le ballon jusqu'à la fin de la course pour remettre un touchdown. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder, taper Malakai Corley, Miss Touchdown sur YouTube et je pense que vous devriez trouver. Et non, voilà, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que tu as une O-line qui est très jeune aussi. Ça, on l'a peut-être pas encore dit, mais il y a des Elijah Vera Tucker qui est encore là. Tu as du John Simpson. Et John Simpson, peut-être quand tu regardes sur le papier, c'est peut-être le moins bon line le même moins bon joueur en tout cas de cette O-line. Bah, franchement, c'est plutôt pas mal d'avoir John Simpson en moins bon joueur de ta O-line. Donc honnêtement, cette O-line a beaucoup de potentiel. Et si tu arrives à bâtir là-dessus ton offense, bah honnêtement, tu peux avoir un jeu au sol qui est pas déconnant. Une attaque qui est certes très simple parce que, comme je l'ai dit, le cahier de jeu va pas être très étoffé avec Justin Fields en quarterback. Mais en tout cas, tu peux avoir un jeu qui est un peu plus cohérent et qui est cette mentalité un peu d'aller voilà, on casser des bouches au jeu au sol, qui t'a donné 20 portées ou 25 portées réparties entre Brice Hall et Braylon Allen. Voilà, moi honnêtement, je m'attends à une saison compliquée de la part des Jets, mais malgré tout, qui avance dans la bonne direction. Donc ce sera peut-être, en vrai, ce sera peut-être le même bilan ou légèrement mieux, mais avec un peu plus de motifs d'espoir. Yes. Eh ben écoute, regardons le calendrier. Alors avec la semaine 1, donc pour ceux qui ont le format en vidéo, tous les logos qui sont en vert, c'est des matchs à domicile, et tous les logos qui sont en noir sont des matchs à l'extérieur. Donc on commence avec 2 matchs à domicile contre les Steelers suivis des Bills. Ensuite, on a Buccaneers, Dolphins, Cowboys, Broncos en Angleterre, donc à Londres, Panthers et Bengals avant la bye week. Et ensuite, après la bye week, on a les Browns, les Patriots, les Ravens, les Falcons, les Dolphins, les Jaguars, les Saints, les Patriots et les Bills. Donc, pour résumer, comme je fais d'habitude, ça croise avec la NFC Sud et ça croise avec la FC Nord. Donc, un petit mix qui rend le calendrier, je trouve, mid. On a vu beaucoup plus dur, on a vu beaucoup plus simple, notamment si vous avez vu celui des Niners il y a quelques jours. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Quand tu regardes ce calendrier, qu'est-ce que tu en penses? Sachant que les équipes qui sont croisées, qui ont fini troisième, on a les Cowboys, on a les Jaguars et on a autre chose. Cowboys et Broncos qui ont fini troisième de leur division. Donc tu as quand même 2 équipes, Broncos et Cowboys, où ça risque d'être un peu plus compliqué, et Jaguars un petit peu plus simple. Est-ce que tu as eu une idée un peu déjà de comment dire, du score que ça pourrait donner? Bah, moi, je l'ai dit en préambule, hein, mais je pense que ça va être une saison un peu compliquée. Donc moi, mon bilan, ce serait entre 5 et 6 victoires, très Ouais. sincèrement. Je pense que ça va se battre pour le premier choix potentiellement de la prochaine draft. Alors ouais, il y a des bons joueurs, hein, etc. Mais je pense que cette équipe, malgré tout, va dépendre de l'offense et je suis pas convaincu que cette offense puisse être dangereuse comparée aux autres équipes qui se sont renforcées durant cette intersaison. Donc voilà, j'ai encore beaucoup de doutes. Honnêtement, je dis, bien sûr, on n'a pas la science infuse et peut-être je vais me tromper, peut-être ils vont faire les playoffs, hein. Mais honnêtement, je serais le premier surpris et je serais agréablement surpris parce que bah, c'est une équipe qui est habituée à la lose et en soi, je j'ai pas envie que ça continue, ou en tout cas, j'ai envie qu'il y ait un peu de renouvellement là-dessus. Donc ce serait bien pour un peu la variété que cette équipe-là puisse faire quelque chose et je pense que les fans des Jets seraient contents. Donc voilà, mais voilà, je sais que cette défense risque d'être encore un peu esselée. Il y a encore quelques bons joueurs sur cette D-line et j'espère que tout le monde va arriver à 100% aussi. Ça va être la grosse interrogation. Si tout le monde est à 100%, on peut peut-être espérer plus. Et si Justin Fields marche un peu mieux, on peut peut-être espérer plus de victoires. Mais dans un premier temps, moi, j'ai trop d'incertitudes encore. Donc entre 5 et 6 victoires,
Ça me paraît cohérent. Ouais, je saurais pas trop dire, je t'avoue, je regardais un peu le calendrier et sur la première partie avant la bye week, ouais, je vois une victoire, quoi. En fait, tu es favori sur quasiment aucun match. Après, il y a des équipes sur lesquelles tu peux être à peu près du même niveau, hein, les Saints, peut-être Jaguars, les Dolphins, peut-être un match, tu peux en prendre un, pourquoi pas, tu vois? Ou même après les Browns aussi. Donc, il y a ces matchs-là où je me dis que tu peux, tu as l'équipe, enfin, en tout cas, tu as l'équipe qui peut peut-être aller en chercher. Mais derrière, quand même, je trouve que ça va être un peu compliqué. Tu as les Patriots qui se sont renforcés dans ta division, tu as toujours les Bills. Les Broncos, c'est pas un match facile. Les Cowboys, bon, tu les reçois, c'est toujours peut-être un peu mieux, mais bon, c'est jamais une équipe où c'est facile de les jouer non plus. Tampa Bay, aller là-bas, c'est toujours compliqué. Steelers, c'est une équipe qui va être chiante. Et en plus, ça va être marrant de voir le retour de Rodgers. Et puis, ce serait pas impossible qu'il te sorte un gros match, peut-être pour remettre un doigt d'honneur, on va dire, aux fans des Jets. Donc, je sais pas, honnêtement. J'ai beaucoup d'interrogations sur cette équipe, mais peut-être, j'espère me tromper en tout cas. Yes, bah, faut espérer en tout cas que, comment dire, que ça se trompe parce que ouais, effectivement là, moi je suis assez négatif sur cette saison. C'est pas parce que je suis fan des Dolphins, je regarde le calendrier honnêtement et la deuxième partie me paraît plus abordable, mais 5 victoires me paraît être un bilan adéquat pour cette Après, équipe. On a eu beaucoup d'équipes où on disait, excuse-moi de te couper, vas-y, on a eu vas-y. beaucoup d'équipes où on disait oui, ils peuvent faire 10 victoires, ils peuvent faire 9 victoires, ils peuvent faire 11 victoires, ils peuvent faire 12 victoires. On a eu peu d'équipes où on disait ouais, ils peuvent en faire 3 ou 4. Malheureusement, il en faut. Et Ouais. cette saison, je vois bien les Jets faire ça. Ouais. Non, très clairement. Et puis, moi, très sincèrement, je le dis pour les fans des Jets, ce serait peut-être mieux pour vous, en tout cas les fans des Jets, d'aller chercher un haut choix de draft sur l'année prochaine, parce que visiblement, la cuvée de quarterback a l'air quand même bien plus fournie que cette année. Donc, peut-être ils sont en train de se dire aussi, bah tiens, tu vois, si avant ta bye, tu es à peut-être une victoire ou deux victoires, moi, je serais pas étonné que derrière, voilà, tu benches quelques gars pour les petits bobos, que tu les forces pas à jouer, et que tu lâches quelques matchs par-ci par-là, quoi. Donc, non, très clairement, je pense pour eux, ce serait plus intéressant pour le futur, en tout cas, de la franchise, d'aller chercher un haut choix de draft avec un quarterback, quoi. Yes, assez d'accord. Assez d'accord. Quelque chose à rajouter sur ce planning? Non, non. Bah, je trouve qu'on était pas mal complet pour deux personnes qui sont pas fans. En tout cas, j'espère en tout cas que les fans des Jets vont pas nous taper dessus pour avoir dit des bêtises. Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire si, voilà, si vous avez été d'accord ou pas avec ce qu'on a dit. Donc, Venez discuter avec nous sur le Discord. Au ou pire, aussi. si jamais cela ne vous convient pas, il y a un salon spécial pour les Jets qui vous attend. Et comment dire, et puis comme ça, l'année prochaine, on pourra discuter avec vous sur cet épisode et ça nous fera bien plaisir. Donc venez nous rejoindre, venez discuter avec nous. Et, euh, et voilà. Quelque chose à rajouter? Non, nickel. Eh ben super. Eh ben on se retrouve demain pour parler, Alexandre, de tes Las Vegas Raiders pour clôturer cette série des bilans d'intersaison. Et on vous dira aussi ce qu'on a prévu pour après, pour la suite, sachant qu'un épisode arrivera directement lundi prochain avec le début du reste du programme. Pour vous annoncer les petits off, on va sûrement l'enregistrer maintenant avec Alex. Donc voilà. On espère que le planning vous plaira. Peut-être qu'il y aura un live aussi cette semaine. On est aussi en train de... Cette semaine, oui, cette semaine. On est en train de confirmer ça pendant qu'on enregistre cet épisode. Donc n'hésitez pas. Pareil, twitch.tv/le front office sera sûrement jeudi soir. Mais on vous confirmera ça sur les réseaux, sur la toile, sur nos moyens de communication satellitaires. Alexandre, je te remercie encore une fois. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter Ah à bah, tous merci. une bonne journée. Profitez bien de ce jour férié ou de ce début de semaine. Et vive le football.